Essayez de retracer votre famille au-delà de l'année 1890. Allez-y, ouvrez l'un de ces sites web de généalogie qui vous promettent une connexion instantanée avec vos ancêtres. Payez votre abonnement mensuel et commencez à creuser. Entrez le nom de votre arrière-grand-mère, puis celui de sa mère, puis le sien. Suivez la ligne à rebours à travers les recensements fédéraux, décennie par décennie. À un moment donné, de manière presque inévitable, vous allez vous heurter à un mur. Il ne s'agit pas d'un amincissement graduel des archives, ni d'un lent fondu vers l'incertitude due à une mauvaise calligraphie ou à du papier jauni par le temps. C'est un mur de briques massif. Un arrêt brutal, strict et définitif, où la documentation se termine tout simplement et où la piste devient glaciale. J'ai supposé que c'était normal quand j'ai rencontré cela pour la première fois dans mes propres recherches. J'ai pensé aux lacunes inévitables du registre historique, aux incendies dans les petits tribunaux de comté, au chaos d'une jeune nation qui n'avait pas encore appris à maintenir des archives correctes. Mais ensuite, j'ai commencé à parler avec d'autres personnes qui faisaient des recherches sur l'histoire de leur famille. Elles se heurtaient toutes au même mur, exactement la même année. Chaque généalogiste, chaque historien familial, chaque personne qui tente de se connecter à quelqu'un ayant vécu en Amérique au cours de cette décennie spécifique trouve la même impasse, le même vide abyssal, le même silence institutionnel, là où devraient se trouver des réponses claires. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé. J'essayais de vérifier les modèles d'immigration de la fin des années 1800 en croisant les documents de naturalisation avec les données démographiques, un travail historique, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais l'absence de ce document particulier était si massive, si totale, qu'elle est devenue le centre de gravité de mon enquête. Si vous découvrez ce canal, si vous êtes nouveau dans ces archives que nous construisons ensemble, je vous invite à vous abonner et à me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous enquêtez aujourd'hui. Partagez ce document, car ce que nous allons déterrer concerne très probablement le sol sur lequel vous vous tenez en ce moment même. L'histoire officielle dit que la perte des registres de 1890 était une tragédie accidentelle, un malheureux incendie dans un sous-sol. Mais les mathématiques disent autre chose. Les dates, la bureaucratie, la chronologie des événements et les incitatifs économiques disent absolument autre chose. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, vous devez d'abord comprendre ce qu'ils nous ont précisément enlevé. Le recensement de 1890 n'était pas simplement un autre comptage de population gouvernementale. C'était la photographie la plus détaillée et la plus exhaustive de la population américaine jamais tentée jusqu'alors. Près de 63 millions de personnes y étaient documentées. Chaque foyer, chaque individu, chaque nom, âge, profession et lien de parenté. Et cela n'a pas été fait avec de simples listes dans un grand livre de comptes, comme lors des décennies précédentes. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un formulaire entier et détaillé fut distribué à chaque famille. Ce fut également le premier recensement à utiliser le système de tabulation électromécanique inventé par Hermann Hollerith. Des cartes perforées passaient à travers des machines complexes pour enregistrer et trier l'information. 63 millions de cartes. Le système fut un tel succès que l'entreprise de Hollerith allait finir par devenir la fondation d'une des corporations les plus puissantes de l'histoire humaine, IBM. Le traitement du recensement de 1880 avait pris près de 8 ans à la main. Grâce aux machines de Hollerith, le recensement de 1890 a achevé son comptage de population en seulement 6 mois. Le niveau de détail exigé par le gouvernement en 1890 était sans précédent. Il voulait savoir exactement qui vivait dans ce pays et d'où il venait. Le recensement posait des questions pointues sur le statut d'immigration et de naturalisation. Depuis combien de temps êtes-vous aux États-Unis? Avez-vous déposé vos premiers sous-papiers pour obtenir la citoyenneté? Êtes-vous pleinement naturalisé ou êtes-vous encore un étranger? Quelle langue parlez-vous si ce n'est pas l'anglais? Pour les femmes, on demandait combien d'enfants elles avaient mis au monde et combien étaient encore en vie, documentant ainsi les taux de mortalité infantile au niveau de chaque ménage.
On vous demandait si vous étiez propriétaire de votre maison sans hypothèque, si vous la louiez ou si votre ferme était endettée. Les catégories raciales furent étendues avec des distinctions que nous n'utilisons même plus aujourd'hui. Mais surtout, de manière cruciale, le recensement a documenté si vous ou votre conjoint aviez servi pendant la guerre de sécession, du côté de l'Union ou des Confédérés. Un formulaire séparé capturait chaque détail pour les vétérans. Nom, grade, compagnie, régiment, date d'engagement et de libération calculée jusqu'aux années, mois et jours de service exacts, les handicaps contractés pendant la guerre et les adresses postales. C'était la dernière comptabilité complète des hommes qui s'étaient abattus dans cette guerre qui a failli détruire la nation, la trace de leurs veuves, de leurs orphelins et la preuve formelle pour leur demande de pension. Mais ce recensement a capturé quelque chose d'encore plus vaste que les familles individuelles. Il a officiellement déclaré la fin de la frontière américaine. Le surintendant du recensement a écrit, avec une froideur bureaucratique glaçante, que la zone non colonisée avait été tellement fragmentée par des foyers de peuplement isolés qu'on ne pouvait presque plus dire qu'il existait une ligne frontière. Un jeune historien du nom de Frederick Jackson Turner a construit toute sa thèse sur l'identité américaine à partir de ce recensement, arguant que c'était le choc avec cette frontière qui avait forgé le caractère démocratique, individualiste et énergique de l'Amérique. Et maintenant, c'était terminé. La frontière était fermée. C'était le moment exact de la transition. La nation passait de l'ère agraire à la puissance industrielle, de la ruralité à l'urbanité. 3 villes américaines dépassaient le million d'habitants pour la première fois. Les résidents nés à l'étranger représentaient 14,8% de la population, le pourcentage le plus élevé de l'histoire du pays à ce moment-là. Ellis Island allait ouvrir ses portes à peine 18 mois après la collecte de ces données, marquant le début du traitement institutionnel massif des immigrants. En clair, le recensement de 1890 a photographié l'Amérique à la seconde précise précédant l'arrivée du Nouveau Monde. C'était la ligne de base, le registre absolu de l'Ancien Monde, documentant exactement qui était déjà là, depuis combien de temps et sous quel statut, juste avant la Grande Vague. Et ensuite, tout a été délibérément détruit. L'histoire de cet effacement commence le 10 janvier 1921. C'était un lundi. Vers 5 heures de l'après-midi, la plupart des employés du bâtiment du département du commerce à Washington, D.C. étaient déjà rentrés chez eux. Un pompier du bâtiment nommé James Foster a remarqué de la fumée s'infiltrant par les ouvertures autour des tuyaux qui reliaient la chaufferie à une salle d'archives dans le sous-sol. Il n'a pas vu de flammes, juste de la fumée, et il l'a signalé au bureau du gardien. La réponse fut immédiate et écrasante. De multiples casernes de pompiers sont arrivées sur place. Incapables d'accéder directement au sous-sol à cause de la fumée intense, les pompiers ont percé plus d'une douzaine de trous à travers le sol du premier étage, qui était recouvert de bois posé sur 6 pouces de béton, et ont inondé le sous-sol avec 20 lances à eau. À 21h45, l'incendie était éteint, bien que les pompiers aient continué à déverser de l'eau sur les points chauds pour éviter toute reprise. Le lendemain matin a révélé le pire cauchemar d'un archiviste. De l'eau jusqu'aux chevilles recouvrait des piles de documents dans de vastes zones du sous-sol. C'est ici que le récit officiel exige de nous une naïveté absolue. Le bâtiment contenait une chambre forte ignifugée, construite spécifiquement pour protéger les documents irremplaçables. Le recensement de 1880 était rangé à l'intérieur de cette chambre forte. Le recensement de 1900 était à l'intérieur. Le recensement de 1910 était à l'intérieur. Mais le recensement de 1890, celui qui documentait la transition critique de 63 millions d'Américains, n'y était pas. Il était empilé à l'extérieur de la chambre forte, sur de simples étagères en bois de pin, dans une salle d'archives non verrouillée, juste à côté de la chaufferie et d'un atelier de menuiserie rempli de sciures et de copeaux de bois. Les Archives nationales elles-mêmes décrivent aujourd'hui le positionnement des registres de 1890 avec une formule d'une ironie glaçante. Ils étaient les premiers sur le chemin des pompiers. Pourquoi ce recensement spécifique était-il stocké de cette manière?
Ce fut d'ailleurs le tout premier recensement de l'histoire des États-Unis pour lequel le gouvernement avait abandonné la procédure consistant à conserver des copies de sauvegarde dans les bureaux locaux ou de comté. Il n'y avait aucune redondance. La seule copie existante pour toute une nation se trouvait dans la pièce la plus inflammable du bâtiment. L'enquête n'a jamais pu déterminer la cause de l'incendie. On a évoqué un mégot de cigarette négligent, un câblage défectueux ou la combustion spontanée de la sciure. On ne saura jamais. Mais je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier. Regardez les chiffres. Le directeur du recensement a évalué les dégâts. Environ 25% des registres de 1890 ont été entièrement détruits par le feu. Et 50% de ce qui restait présentaient des dommages liés à l'eau et à la fumée. L'histoire officielle s'arrête là, nous laissant penser à une perte totale. Mais faites le calcul. Si 25% ont brûlé et 50% ont été endommagés, cela signifie qu'environ 38% des registres originaux étaient totalement indemnes. Plus du tiers des documents ont survécu à l'incendie de manière intacte. Cela représente les données de près de 24 millions de personnes qui auraient pu être sauvées. Le directeur du recensement a estimé qu'il faudrait 2 à 3 ans et 2 millions de dollars pour copier et préserver le matériel récupérable. Pourtant, la bureaucratie s'est mise en marche, non pas pour sauver, mais pour laisser pourrir. Les documents inondés, brûlés et les 38% parfaitement intacts ont été déplacés dans un entrepôt temporaire, puis renvoyés dans le bâtiment du recensement pour être finalement abandonnés dans un lieu de stockage où ils ont continué à se détériorer sous l'effet de l'humidité et de la moisissure. Ils y sont restés pendant 12 années entières. La Société nationale de généalogie a publié des résolutions officielles pour protester contre les rumeurs de destruction. Les filles de la Révolution américaine s'y sont opposées formellement. Des historiens, des avocats, des organisations entières ont supplié le gouvernement. Et le gouvernement a systématiquement nié toute intention de destruction. Jusqu'à ce jour de décembre 1932. Le greffier en chef du bureau du recensement a envoyé une liste de routine au bibliothécaire du Congrès. C'était la procédure habituelle pour les documents qui n'étaient plus nécessaires aux affaires courantes et qui devaient être programmés pour la destruction. Le point numéro 22 de cette liste indiquait sobrement « Formulaire, population, 1890, original ». Le bibliothécaire du Congrès fut prié d'identifier tout document méritant d'être conservé pour son intérêt historique. Il n'en identifia aucun, pas un seul registre. Le 21 février 1933, le Congrès des États-Unis a discrètement autorisé la destruction de tout ce qui restait du recensement de 1890. C'est ici que l'histoire devient une farce macabre. Un jour auparavant, le 20 février 1933, le président Herbert Hoover posait solennellement la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales. Le bâtiment ignifugé, conçu précisément pour empêcher la perte des documents fondateurs de la nation. Ils ont autorisé la destruction du recensement la veille de l'inauguration du bâtiment qui aurait pu le sauver. Une note manuscrite retrouvée des années plus tard dans un dossier du bureau du recensement stipulait « Formulaire restant détruit par le département du commerce en 1934 », avec une mention ajoutée entre parenthèses « non approuvé par le géographe ». Quelqu'un de l'intérieur avait protesté. Son objection n'a eu aucun poids. Sur les près de 63 millions de personnes recensées, seuls 6160 noms ont survécu. Une fraction infinitésimale. Une frappe chirurgicale contre la mémoire collective. Mais à qui profite un vide de 20 ans dans les registres démographiques? Qui avait besoin que les décennies de 1881 à 1900 restent indocumentées? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. Pour comprendre l'ampleur du système, il faut regarder ce qui disparaissait simultanément. Avez-vous déjà entendu parler des comtés brûlés, burned counties? C'est le terme utilisé par les généalogistes pour désigner les juridictions où des incendies de tribunaux ont détruit les registres de l'état civil. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'événements aléatoires, dus à des lampes à huile et à l'architecture en bois de l'époque.
Vous auriez tort. 40% des comtés de l'Alabama ont perdu leurs archives. 40% des comtés de la Géorgie. Près de 40% du Mississippi. 60 des 95 comtés du Tennessee. Dans certains cas, le même tribunal a brûlé 2 ou 3 fois, effaçant méthodiquement les registres de naissance, de mariage, d'actes de propriété et de testament. Le tribunal de Port Tobacco, dans le Maryland, a connu en 1895 un incendie décrit par les témoignages de l'époque comme « suspect », qui a intégralement détruit le bâtiment. La ville ne s'en est jamais remise. Des chercheurs ont appelé cela un génocide de papier. Cela a effacé les revendications foncières des Amérindiens, l'ascendance métisse, les propriétés foncières qui contredisaient les récits officiels, et pour les 4 millions d'Afro-Américains qui venaient d'être émancipés et qui, pour la toute première fois, allaient apparaître sous leur vrai nom et avec leur nom de famille, choisi dans un recensement fédéral à partir de 1870, ce mur généalogique est devenu infranchissable. Avant 1870, ils étaient documentés comme des biens dans des inventaires. Sans nom, la perte du recensement de 1890, combinée aux tribunaux incendiés, a sectionné les racines de millions de familles noires et d'immigrants arrivés avant la tenue des registres des navires de 1820. Et pendant que le papier brûlait, les enfants étaient déplacés. Entre 1854 et 1929, environ 250 000 enfants ont été arrachés aux routes des villes de l'Est, comme New York ou Boston, et entassés dans ce qu'on a appelé les trains d'orphelins, Orphan Trains. Le mouvement, initié par la Children's Aid Society et Charles Loring Brace, prétendait sauver les jeunes vagabonds de la misère urbaine pour les placer chez des fermiers sains et moraux du Midwest. Mais la réalité chiffrée contredit violemment la légende caritative. Des recherches de l'université Johns Hopkins démontrent que 90% des enfants placés dans les orphelinats américains de l'époque avaient au moins un parent en vie. 90%. Ils n'étaient pas orphelins, ils n'étaient pas abandonnés. Ils étaient issus de foyers touchés par la pauvreté, la maladie, ou ils étaient un peu des enfants d'immigrants catholiques que Brace, un ministre protestant convaincu, considérait comme indignes. Le système fonctionnait comme un pipeline de main-d'œuvre bon marché, déguisé en sauvetage. À leur arrivée dans les villes de l'Ouest, les enfants étaient exposés sur les estrades des tribunaux ou des opéras locaux. Les foules venaient les examiner, tâtant leurs muscles, inspectant leurs dents comme on le ferait lors d'une foire aux bestiaux ou d'une vente d'esclaves. Des frères et sœurs regardaient leurs cadets être choisis par différentes familles pour ne jamais se revoir. Une fois placés, l'effacement de l'identité était achevé. Les organisations encourageaient ou obligeaient les enfants à changer de nom, à couper tout contact avec leur passé, à oublier leur religion et leur famille d'origine. Près de 97% des archives concernant ces enfants sont aujourd'hui incomplètes, manquantes, scellées ou détruites. Le recensement de 1890 était précisément le seul document qui aurait pu retracer la véritable localisation, l'identité et les filiations de ces 250 000 enfants relocalisés. En brûlant ce recensement, ils ont garanti que les 2 à 3 millions de descendants de ces enfants vivant aujourd'hui ne trouveraient jamais la réponse à leurs questions généalogiques. L'effacement n'était pas un accident. C'était la fonction même de l'opération. Mais que faire des adultes? Que faire des mères, des pères, des grands-parents qui se souvenaient de leurs enfants volés? Que faire de ceux qui se souvenaient de l'ancien monde, de la manière dont les bâtiments anciens fonctionnaient, des accords passés, de l'histoire avant la réécriture? C'est ici que l'institution asilaire entre en jeu. Entre 1845 et 1910, l'Amérique a bâti environ 300 gigantesques hôpitaux psychiatriques, de colossales structures de pierre surgissant soudainement dans le paysage national. Sous le couvert de la réforme humanitaire, ces asiles offraient la mécanique parfaite pour la disparition des indésirables. L'histoire de la loi de couverture est révélatrice. Au XIXe siècle, une femme mariée n'avait pas d'existence légale. Ses biens, ses revenus, ses enfants
appartenait exclusivement à son mari. Dans des États comme l'Illinois, la loi permettait explicitement à un mari de faire interner sa femme dans un asile d'aliénés sans aucune audience publique ni preuve médicale, sur sa seule signature. Les registres d'admission de l'asile Trans-Allegheny en Virginie occidentale, 1864-1889, listaient 125 raisons d'internement. Parmi elles, lecture de romans, paresse, excitation politique, enthousiasme religieux, amour déçu, et plus terrifiant encore, mauvais traitement infligé par le mari. Une femme battue, une femme qui héritait d'un terrain que son mari convoitait, une femme qui osait avoir une opinion théologique divergente, comme Elisabeth Packard, enfermée 3 ans par son mari pasteur, était purement et simplement rayée de la société. Sans audience, sans avocat. Leurs enfants leur étaient confisqués, leurs biens accaparés. Des adultes gênants, des immigrés incapables de s'exprimer en anglais, des dissidents, tous avalés par les murs de pierre de 2 pieds et demi d'épaisseur. Si ces individus avaient été correctement recensés en 1890, l'ampleur effroyable de cet emprisonnement civil aurait été une donnée publique et irréfutable. Leurs noms ont disparu en même temps que la fumée des chaudières du département du commerce. Et si l'on parle de l'effacement de la communication, il faut mentionner la Dead Letter Office, le bureau des lettres mortes, à Washington. Des millions de lettres par an, écrites par des mères à leurs enfants dans des orphelinats, par des maris à leurs épouses enfermées déjà dans des asiles, par des immigrés à leurs familles dispersées, n'arrivaient jamais à destination parce que les adresses étaient obsolètes ou les personnes disparues. Que faisait le gouvernement de ces cris d'angoisse jetés sur le papier? Il les ouvrait pour chercher des indices de renvoi, et s'ils échouaient, la loi exigeait qu'ils soient incinérés. Entre 6 et 11 millions de correspondances détruites annuellement. Les employés avaient le droit de garder les objets curieux pour leur musée, mais les lettres, les mots, les preuves tangibles du déchirement des familles étaient systématiquement brûlés par des chariots entiers. Et où se trouvaient les bureaux de la poste et cette fameuse chambre de destruction, directement dans le bâtiment du département du commerce, de l'autre côté du couloir, où les dossiers du recensement de 1890 allaient mystérieusement prendre feu des années plus tard. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. Observez la convergence temporelle écrasante de l'effacement physique qui se déroulait en parallèle. Le 8 octobre 1871, dans ce qui défie toute explication météorologique rationnelle, des incendies d'une ampleur cataclysmique éclatent simultanément à travers 3 États. Le grand incendie de Chicago rase la ville. La même nuit, à 300 km au nord, la tempête de feu de Peshtigo, dans le Wisconsin, carbonise 1,2 million d'acres et anéantit la population. Des feux simultanés rasent Holland, Manistee et Port-Huron, dans le Michigan. L'histoire officielle parle de sécheresse et de vents violents. Mais le résultat fut que l'architecture originelle, les registres locaux, la mémoire urbaine de tout le Midwest furent oblitérés. À Chicago et Seattle, après son propre grand incendie de 1889, les autorités ont profité du chaos pour surélever entièrement le niveau des rues, enterrant les anciens rez-de-chaussée sous des mètres de remblais, forçant la population à oublier ce qui constituait la base de leur ville. Puis vinrent les expositions universelles, ces miracles éphémères qui se moquaient du bon sens logistique. Prenons Chicago en 1893. Plus de 200 bâtiments néoclassiques immenses, répartis sur 686 acres, avec des dômes majestueux et des colonnades rivalisant avec Rome. On nous dit que cette merveille, appelée la Ville Blanche, dotée de systèmes électriques permanents et de dizaines de kilomètres d'égouts, a été construite dans un marécage en moins de 2 ans, avec des chevaux et des outils manuels. 27 millions de personnes ont marché dans ces rues et décrit un aperçu du paradis. Et puis, quelques mois seulement après la fin de l'exposition, des incendies ciblés ont tout réduit en cendres, et ce qui n'a pas brûlé a été démoli. La prouesse architecturale du XIXe siècle a été rayée de la carte sous prétexte qu'elle était faite de plâtre
temporaire. Il construisait des démonstrations d'une gloire impossible, les montrait au monde entier, puis les vaporisait avant que quiconque ne puisse étudier leur ingénierie de trop près. Toute la période de 1850 à 1930 représente une ingénierie chirurgicale de l'amnésie collective. Les populations indigènes dépossédées par le Dawes Act, les enfants envoyés dans les pensionnats fédéraux pour y être dépouillés de leur langue, les orphelins expédiés par le rail, les adultes insoumis jetés dans les cellules froides des asiles, l'architecture colossale réclamée par les flammes ou enterrée dans la boue. Et pour lier tout cela, pour s'assurer que personne ne puisse jamais assembler le puzzle générationnel, l'outil suprême de documentation, le recensement de 1890, fut laissé à la merci des cendres et du mépris bureaucratique. Aujourd'hui, si vous voulez retrouver ces noms disparus, à qui devez-vous vous adresser? Les registres qui ont survécu à ce massacre archivistique ne sont pas détenus par une entité neutre. Ils sont en grande partie sous le contrôle de bases de données colossales liées à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Leur plateforme, Family Search, puise dans les milliards de noms microfilmés stockés dans la Granite Mountain Records Vault, une installation à l'épreuve des bombes nucléaires creusée dans la roche de l'Utah. Pourquoi une Église maintient-elle les plus grandes archives généalogiques de l'histoire humaine? Pour le dogme du baptême par procuration des morts. Il collecte vos ancêtres pour les intégrer posthumément à leur foi. Ancestry, l'entreprise la plus populaire au monde, a été fondée par des diplômés de l'université Brigham Young, utilise intensivement ces mêmes registres mormons et appartient désormais au groupe de capital investissement Blackstone, racheté pour 4,7 milliards de dollars. L'État détruit la vérité en brûlant ses propres papiers. Et des conglomérats privés et religieux vous font payer un abonnement pour accéder aux miettes restantes. L'histoire officielle voudrait nous faire croire que tout ceci n'est qu'une succession de malchances administratives, que l'absence de copie de sauvegarde était une erreur innocente, que la destruction légale votée par le Congrès était une nécessité d'espace, que l'enfermement des femmes était une médecine balbutiante, que les trains d'orphelins étaient une noble charité. Mais l'histoire officielle dit une chose, et les mathématiques de la destruction en disent une autre. Les incendies ne choisissent pas Pogul, toujours les bâtiments qui contiennent les preuves accablantes. Les gouvernements ne mettent pas accidentellement le seul recensement irremplaçable de 63 millions de personnes à côté de la chaufferie. Les bibliothécaires n'effacent pas le fondement démographique d'une nation entière, en déclarant qu'il manque d'intérêt. Ils ont créé un goulot d'étranglement délibéré. Ils ont coupé la corde qui reliait l'ancien monde au nouveau. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver d'où vient votre arrière-grand-père, la raison pour laquelle les secrets architecturaux de nos villes sont restés enfouis, c'est parce que quelqu'un a systématiquement pris la décision de supprimer les opérateurs, de brûler les registres, de stériliser la mémoire, et de laisser derrière eux un mur infranchissable. Vous ne pouvez pas revendiquer un héritage si vous ne pouvez pas prouver qui vous êtes. Vous ne pouvez pas remettre en question l'histoire si les témoins sont déclarés fous ou si les preuves sont incinérées par décret parlementaire. Je vous demande de partager cette enquête. Parlez-en autour de vous. Posez des questions dans votre propre famille sur les blancs, sur les silences inexplicables, sur cet ancêtre qui semble être apparu de nulle part vers 1870. Laissez-moi dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez, car sous vos rues, il y a probablement les fondations de ce qu'ils ont essayé d'effacer. Le système comptait sur notre obéissance et notre oubli pour que ces actions restent dans l'ombre. Ne les laissez pas gagner. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.